Avec l'importance capitale qu'a pris le numérique dans nos vies, personnelles comme professionnelles, chaque pays se préoccupe de l'aménagement numérique de son territoire. Les pays les plus développés visent aujourd'hui une couverture numérique à 100%. La France ne fait pas exception avec son plan France Très Haut Débit qui repose sur une articulation publique-privée pour atteindre les objectifs d'un accès en haut débit pour tous en 2020 et en très haut débit en 2022. Le challenge le plus fort concerne évidemment les zones rurales ou peu denses. On estime à 6% le nombre de foyers français qui resteront durablement à l'écart du très haut débit filaire. Entendez par là la fibre, le câble ou la DSL. Pour ces foyers, la solution passe par des solutions sans fil dites hertziennes, dont fait partie le satellite. Le guichet Cohésion numérique des territoires, mis en place en mars 2019, apporte une subvention étatique de 150 € pour chaque local géographiquement éligible, subvention qui peut être complétée selon les régions par une aide des collectivités territoriales. Il est probable que ce guichet soit renforcé en 2020. De toutes les solutions, seul le satellite propose des abonnements disponibles immédiatement et sur l'ensemble du territoire. Même avec la 4G, tous les foyers ne sont pas couverts et ne le seront pas d'ici 2022. Nous allons voir dans le film qui suit comment le satellite vient compléter les aménagements terrestres. Le déploiement des solutions terrestres filaires, notamment la fibre, se fait par maillage progressif du territoire. Le débit dépend du lieu où l'on se trouve. Le satellite, lui, couvre déjà tout le territoire. Une parabole installée dans le jardin et la connexion au débit est là. Des mégabits par seconde pour 30 € mensuels. Pour un besoin professionnel, davantage de volume, des débits garantis, du très haut débit, il suffit d'adapter son abonnement. La qualité n'est plus une question de localisation. Un besoin intermittent, urgence, événement, téléexpertise ponctuelle, la formule à la carte est possible. Pour conclure, pour le débit en terrestre, vous dépendez du déploiement de l'infrastructure. Avec le satellite, vous avez accès à du haut débit en tout lieu et c'est l'affaire de quelques jours. Voyons la chaîne de commercialisation des accès Internet par satellite. Il y a actuellement 3 opérateurs satellites qui couvrent la métropole. Eutelsat et SES qui couvrent l'ensemble du territoire et Avanti dont le satellite ne couvre que la moitié nord-est de la France. Les offres à l'usager final sont commercialisées via des distributeurs qui sont des fournisseurs d'accès à Internet FAI, comme peuvent l'être sur les réseaux terrestres les 4 principaux opérateurs français, Orange, SFR, Bouygues et Free, mais aussi les opérateurs virtuels type Soch. En Outre-mer, le principe est le même, mais avec des satellites et des FAI différents, puisque comme nous l'avons vu, les systèmes géostationnaires très haut débit qui portent ces services ont une couverture de type régional et non mondial. Les systèmes disponibles sur l'outre-mer sont variables, mais plutôt moins performants et ou plus chers que sur la métropole à ce jour, les dernières générations de satellites n'y étant pas encore forcément déployées. Chaque FAI propose différentes offres, adaptées à des cas d'usage différents, et les offres diffèrent d'un FAI à l'autre. Nous donnons juste ici des ordres de grandeur, des coûts et performances pratiquées. Pour un abonnement résidentiel, il faut compter 30 à 40 € par mois. Pour la télévision, l'avantage du satellite est que la même antenne vous donne accès à l'ensemble des chaînes gratuites, ce qui permet de s'affranchir d'une mauvaise réception locale éventuelle de la TNT. La téléphonie est souvent une option payante. Les débits atteignent 30 mégabits par seconde en descendant et 6 mégabits par seconde en montant. En termes de volume, certaines offres sont illimitées, d'autres incluent une notion de quota de façon similaire aux offres de téléphonie mobile. Le kit de réception satellite est autour de 400 €, hors offre promotionnelle, auquel il faut ajouter les frais d'installation si l'on fait appel à un installateur professionnel. Les subventions publiques dont nous avons parlé contribuent au financement de ce coût initial important des solutions satellitaires pour l'usager. Les offres premium peuvent offrir des débits plus importants, jusqu'à 50 mégabits descendant et 10 mégabits montant, et également des services additionnels tels que sécurisation, stockage cloud, serveurs de téléphonie ou des temps garantis d'intervention, un GTR de 4 heures par exemple. En résumé, il faut retenir que sur la métropole, les offres satellitaires sont globalement comparables en termes de prix et de performance aux autres technologies. Sur les territoires outre-mer, comme je l'ai dit, la situation peut être un peu moins favorable. Si on regarde l'usage des accès à Internet par satellite dans le monde, le premier marché est clairement les États-Unis, avec plus de 2 millions d'abonnés.
Si on compare la situation entre les USA et l'Europe, qui ont une population équivalente, l'usage est 10 fois plus développé en Amérique du Nord. Avec, il est vrai, des territoires plus vastes et moins densément peuplés en Amérique qu'en Europe, mais quand même. Dans les 10 prochaines années, le marché mondial devrait plus que doubler et les USA resteront le marché principal avec plus de 3 millions d'abonnés. Ce graphique démontre une idée fausse qu'on pourrait avoir. L'accès à Internet par satellite individuel n'est pas réservé aux pays en voie de développement. Il est au contraire principalement utilisé dans les pays développés, là où l'objectif d'accès au numérique est de 100%, avec des politiques publiques qui viennent généralement en support à cet objectif. Si on essaie de voir les raisons qui sont un frein à l'usage du satellite en France, voici mon analyse. Tout d'abord, regardons comment fonctionne la politique publique française. La compétence d'aménagement numérique des territoires est attribuée aux régions, qui définissent leur plan d'aménagement et le proposent à l'État pour obtenir du financement étatique en complément de leur propre budget. Si les objectifs sur le numérique sont définis au niveau gouvernemental, l'initiative dans l'implémentation est donc régionale. Or, le satellite ne se décide pas à l'échelle d'une région française. Sa couverture naturelle est supranationale et la collectivité territoriale n'a pas de prise directe sur le déploiement d'une telle infrastructure qui est déployée sur initiative totalement privée. C'est ainsi une solution qui est moins facile à prendre en compte dans une politique publique d'aménagement qu'une infrastructure fibre ou 4G qui a une implantation géographique visible et locale. Deuxième obstacle, la notoriété des FAI. Les fournisseurs d'accès à Internet satellitaire sont de tout petits acteurs. Qui connaît Nordnet, le plus important d'entre eux en France? C'est pourtant une filiale d'Orange, mais ce n'est pas Orange. Enfin, une forte communication est faite sur la fibre qui a été promise à tout le monde. Dans ce contexte, il est politiquement difficile d'assumer les autres technologies qui sont pourtant nécessaires pour couvrir tout le territoire. Le spatial, et en particulier le CNES, ont été des pionniers de la télémédecine, car les télécommunications par satellite étaient le seul moyen de connecter un patient avec un médecin dans des zones très isolées ou en cas de crise naturelle, voire politique. Dans les années 2000, le CNES a accompagné de nombreux projets de télémédecine, du déploiement de valises médicales connectées à la mise à disposition de moyens satellitaires d'urgence. Par exemple, le CNES a contribué à la mise en place du réseau de télémédecine en Guyane, qui rattache 18 centres délocalisés de prévention et de soins au centre hospitalier de Cayenne. Certains de ces sites sont connectés par satellite et permettent de fournir un service médical à environ 50 000 personnes réparties sur tout le territoire. Le centre de consultation médicale maritime, qui est le service de consultation et d'assistance pour les navires en mer, est aussi localisé à Toulouse dans les locaux du SAMU 31. Il assure chaque année près de 5000 téléconsultations, le plus souvent par satellite, avec transmission d'images, d'électrocardiogrammes et de vidéos. Maintenant, on assiste à une généralisation des pratiques de santé numérique. La télémédecine, les téléconsultations sont rentrées dans les pratiques courantes. C'est un changement d'air et donc un changement d'échelle. Le CNES œuvre pour un rôle renouvelé du satellite dans ces nouveaux cas d'usage. La solution satellite permet une connexion pour tous et en tout lieu. Un patient en affection longue durée suivi en téléconsultation à domicile ou en télésurveillance doit pouvoir bénéficier de la télémédecine, qu'il soit en ville ou dans un lieu plus isolé. Un médecin a besoin d'une bonne connexion à Internet pour la gestion de son cabinet et de ses patients et pour pouvoir faire de la téléconsultation. Une expertise comme le télé-AVC nécessite une très bonne connexion pour recevoir un scanner rapidement. Le satellite amène cette connectivité en tout lieu. Le camion itinérant apporte les moyens d'examen au plus près des patients. Avec le satellite, plus de soucis de connectivité pendant la tournée. Une unité de télécommunication peut être déployée rapidement sur site, qu'il s'agisse d'événements ou de crises. Elle peut établir ou rétablir localement toutes les communications usuelles, Wi-Fi, téléphonie mobile. Pour les établissements de santé, plus besoin d'attendre la fibre. La e-santé, c'est maintenant. Sur la carte de gauche sont représentées en noir les zones où aucune consultation physique n'est possible à moins de 20 minutes de route par patient. L'accès aux médecins spécialistes est encore plus compliqué. Pour les personnes résidant en zone de sous-densité médicale, la télémédecine est une alternative intéressante. Néanmoins, il existe une certaine corrélation géographique entre les déserts médicaux et les zones où les communications terrestres sont au mieux défaillantes, faible débit, interruption de service, voire complètement inexistantes.
Le satellite permet de connecter rapidement les structures de santé telles que les maisons médicales, les EHPAD ou les prisons, ou les patients en affection longue durée afin de leur faire bénéficier des dernières avancées de la télémédecine. Le CNES, via son centre d'expertise en télécommunication par satellite César, a accompagné de nombreux projets en télémédecine. Par exemple, le CNES a aidé au développement d'unités médicales mobiles, qui sont des camions ou des petits véhicules qui emportent un lien satellitaire et des moyens d'expertise au plus près du patient. D'autres exemples sont les cabines de télémédecine ou les valises équipées d'équipements médicaux qui permettent de réaliser en semi-autonomie des examens dans des zones isolées. Enfin, le CNES accompagne des éditeurs de logiciels e-santé afin de vérifier la compatibilité de leurs applications sur lien satellitaire. Dans 99% des cas, cela marche très bien et cela permet de proposer la même qualité de service médical à tous. Dans ces valises, de quoi connecter téléphones et ordinateurs par satellite en très haut débit. Les ingénieurs de Télécom sans frontières sont attendus aux Antilles. Leur objectif, mettre en place les moyens de communication pour permettre la coordination des secours. À l'aéroport de Pau, ils nous montrent l'installation de leur matériel, indispensable aux sauveteurs. C'est un terminal satellite mobile. C'est un matériel qui est extrêmement portatif. C'est une parabole avec un modem. Donc il suffit de pointer l'équipement vers le satellite, qui permet d'avoir des connexions internet haut débit sur le terrain. C'est toujours un petit peu la surprise quand on arrive sur le terrain parce qu'il y a très peu d'informations et on arrive dans les premiers. Donc notre objectif c'est de pouvoir nous positionner à un endroit le plus stratégique, là où la communauté humanitaire se tient, pour pouvoir leur offrir le plus rapidement possible ce type de service. Depuis 20 ans, TSF est la première organisation non gouvernementale internationale spécialisée dans les nouvelles technologies. Ces 20 salariés répartis dans le monde entier ont 24 heures pour arriver sur les lieux d'un sinistre, une aide primordiale et indispensable pour les secouristes et les populations. Ce sont des listes de médicaments qui peuvent arriver. C'est de la visioconférence permettant la coordination. C'est le télédiagnostic médical à distance. C'est la coordination du transport aérien, des secours, des véhicules, etc. qui va passer par les lignes satellitaires de Télécom sans frontières. Partis ce matin de Pau, les 3 ingénieurs de TSF arriveront à Pointe-à-Pitre à 14h30 heure locale. De là, ils sauront où il est le plus urgent d'installer leur matériel. Vous voyez ici un panorama des terminaux utilisés dans la gestion des crises. Les terminaux les plus légers sont portatifs ou portables et permettent de la téléphonie et un accès moyen débit permettant l'échange de mails, de photos ou des visioconférences basiques. Les terminaux plus imposants permettent des échanges haut débit comme le transfert en temps réel de vidéos de drones et peuvent constituer également des points de connexion collectifs. Ces terminaux sont généralement placés sur des véhicules ou des remorques, mais vous avez vu dans le film précédent qu'il existe aussi des paraboles démontables qui peuvent être facilement transportées. Selon les cas, ces terminaux permettent des communications en situation fixe, en nomadisme ou en mobilité. Tous les moyens que vous voyez ici appartiennent au centre d'expertise César du CNES qui vous sera présenté tout à l'heure. Ce qui explique ces discrètes couleurs blanche et bleue à la place du rouge pompier ou bleu gendarmerie que vous verriez dans la vraie vie. Pour les utilisateurs publics français, l'approvisionnement peut se faire via le catalogue UGAP qui donne accès à des solutions spécifiquement adaptées et présélectionnées. L'utilisation de simples offres commerciales est également possible qui sont accessibles via le site internet des FAI. Nous tenons à citer un satellite franco-italien, Athena Fidus, qui est actuellement dédié à des usages militaires côté français, sous le nom de Comcept, mais qui pourrait à l'avenir être également utilisé pour des usages gouvernementaux civils, comme c'est déjà le cas pour la partie italienne. Ce système fonctionne dans des bandes de fréquences réservées et permet des communications sécurisées à haut débit avec des terminaux potentiellement durcis et à coût abordable. Au niveau européen, un programme GovSatcom est en cours de mise en place qui sera basé dans une première phase sur les systèmes nationaux existants, parmi lesquels on retrouve le satellite Athena Fidus précité. Une deuxième phase plus ambitieuse inclura le développement de satellites dédiés au programme. Si on s'intéresse au secteur de la mobilité, le satellite est utilisable dans les secteurs de l'aviation, du maritime, du transport routier comme du ferroviaire. Les 2 secteurs les plus porteurs sont clairement
l'aviation commerciale, où le besoin de communication est établi et pour laquelle les solutions satellitaires actuelles sont pertinentes. C'est un marché prouvé et en forte croissance pour le satellite. On peut même voir des acteurs comme Gogo, qui a démarré ses services de connectivité pour les vols au-dessus des USA avec des solutions terrestres, se tourner vers les solutions satellitaires maintenant. Le maritime est un secteur également très porteur. C'est un marché historique pour le satellite et qui reste en forte croissance du fait des évolutions des besoins nécessitant des connexions de plus en plus capacitives. Évidemment, le Covid-19 a un impact majeur sur ces deux secteurs économiques, fortement liés au tourisme. Mais les perspectives de croissance pour le satellite redeviennent fortes dès 2022-2023, sous réserve de l'évolution générale de la situation évidemment. Dans le domaine terrestre, que ce soit routier ou ferroviaire, les usages sont plus marginaux car les technologies satellitaires actuelles sont un peu moins adaptées. La concurrence va de plus être croissante avec le développement des télécommunications terrestres 4G et 5G. Pour autant, des utilisations existent, plutôt sur des territoires moins équipés que la France, comme l'équipement de bus long courrier en Amérique latine. Mais des usages SNCF en France sont à l'étude. Dans cette partie, nous allons vous donner un aperçu des tendances pour demain. Regardons pour commencer l'évolution du système en termes de capacité et de coût sur les 20 dernières années. Les premiers systèmes optimisés pour fournir des accès Internet haut débit, dits HTS, sont apparus il y a une quinzaine d'années et ont constitué une rupture majeure avec un gain d'un facteur 10 sur le coût au mégabit transmis, comme vous pouvez le voir sur la gauche du graphique. Depuis, les innovations technologiques successives ont permis d'augmenter sans cesse les capacités totales délivrées pour un coût en orbite du mégabit transmis toujours plus faible, ce qui permet de fournir aux utilisateurs, pour le même prix d'abonnement, des débits croissants qui suivent l'augmentation générale des usages. Pour desservir l'Europe arrivera par exemple en 2022 le satellite Connect VHTS, commandé par l'opérateur Eutelsat à l'industriel Thales Alenia Space, qui sont deux acteurs français, rappelons-le au passage. À ces satellites géostationnaires viennent s'ajouter aujourd'hui les projets de constellation haut débit qui font la une de l'actualité, comme OneWeb ou Starlink. En termes de coût en orbite du mégabit transmis, tous ces systèmes sont dans des performances comparables, avec deux différences qui impactent significativement l'équation économique. La première, c'est que les satellites géostationnaires sont optimisés pour desservir des zones géographiques choisies. Les constellations ont, elles, par nature, une couverture mondiale, donc y compris sur des zones où il n'y a pas grand monde à desservir. Deuxième différence, la durée de vie des satellites défilants est bien plus courte que celle des géostationnaires, ce qui veut dire un investissement à rentabiliser sur un nombre d'années moindre pour les constellations. Dans le film qui suit, nous allons voir comment ces nouvelles constellations viennent se placer par rapport au système déjà en opération et que nous avons vu précédemment dans le cours. Commençons par les satellites géostationnaires de très haute capacité. Ces satellites sont assez loin de la Terre, à 36 000 km, à l'altitude exacte où ils tournent à la même vitesse que la Terre sur elle-même. Ils sont ainsi fixes et concentrent leur puissance sur la zone de couverture visée. Cela permet à l'utilisateur, avec un terminal simple et pointé vers le satellite, de bénéficier d'une connexion fixe à très haut débit pour tous les usages de l'Internet. Regardons ensuite les constellations actuellement en service. Les satellites sont positionnés bien plus proches de la Terre, permettant d'offrir des communications avec un délai réduit qu'on appelle la latence. Mais le satellite devient défilant et il faut tout un ensemble de satellites pour assurer un service continu. Ces constellations sont ainsi constituées de quelques dizaines de satellites. Pour ces communications, l'utilisateur utilise là encore un terminal simple. Il est juste ici omnidirectionnel, ce qui lui permet de communiquer avec n'importe lequel des satellites en visibilité sans pointage particulier. Le revers de la médaille, c'est la faiblesse des puissances échangées et donc des débits accessibles. Les méga-constellations qui arrivent aujourd'hui visent à combiner les avantages des deux systèmes précédents, une faible latence et du très haut débit. Pour y parvenir, elles vont avoir besoin d'un nombre conséquent de satellites, des centaines ou des milliers, avec des ambitions qui vont même au-delà pour certains systèmes. Et surtout, le terminal utilisateur doit devenir directif pour maximiser la puissance échangée avec le satellite et bénéficier de très haut débit. Fini le terminal simple. Un des points clés des constellations haut débit réside dans ce terminal, qui doit intégrer dans un équipement le plus petit et surtout le moins cher possible la complexité du fonctionnement qui est illustrée ici. En résumé, les satellites géostationnaires sont capables d'offrir du très haut débit bon marché, mais avec une latence perceptible de l'ordre de la demi-seconde. Le prix du terminal utilisateur reste accessible. Les constellations existantes permettent une latence faible, au moins en théorie, car selon l'architecture globale, on peut rencontrer des latences plus fortes que sur les géos.
Les terminaux de base sont bon marché, mais on est limité en débit et les coûts des communications peuvent être significatifs. Les méga-constellations annoncent très haut débit et faible latence. Mais les terminaux bas coût, s'ils sont annoncés depuis longtemps, n'existent pas encore. Ce qui veut dire que les premiers marchés réalistes concerneront les marchés gouvernementaux, militaires et professionnels, et non l'accès Internet individuel de monsieur tout le monde. Cette planche permet de visualiser la déferlante que constitue l'arrivée de nouvelles constellations aujourd'hui, que ce soit en nombre de satellites sur le graphique de gauche ou sur la capacité totale de transmission disponible en orbite en terabits par seconde à droite. Les méga-constellations haut débit dont nous venons de parler représentent la moitié environ des satellites de cette estimation. L'autre moitié correspond à des projets de constellations bas débit et Internet des objets avec plus de 40 projets qui sont à des stades plus ou moins avancés et crédibles de réalisation. Ne vous attachez pas aux chiffres exacts de ce graphique car ils prennent en compte des hypothèses sur la viabilité des différents projets que nous n'allons pas détailler. Ce transparent liste les projets de constellation haut débit qui font l'actualité. Seul le projet O3B est totalement bouclé et la première génération est déjà opérationnelle depuis plusieurs années. Les autres projets sont à des stades plus ou moins avancés. Beaucoup d'analystes s'accordent à dire qu'au mieux 2 projets pourront trouver leur place. Il est difficile à ce jour de prévoir quels systèmes iront jusqu'au bout et comment. OneWeb s'est déclaré en faillite au printemps 2020, mais a fait l'objet à l'été 2020 d'une offre de reprise par le gouvernement anglais et l'opérateur indien Bharti, affaire à suivre. L'opérateur Telesat a un projet de constellation qui est soutenu d'ailleurs par le gouvernement canadien. Le projet le plus actif en ce moment est Starlink de la société SpaceX, qui met en orbite des dizaines de satellites chaque mois, avec 600 satellites déjà en orbite à fin août 2020. Amazon annonce un projet tout aussi ambitieux appelé Kuiper, qui est encore en phase de définition, mais dont le financement pourra être assuré par Amazon lui-même, ce qui crédibilise grandement le projet. Il existe aussi des projets chinois pour lesquels l'information n'est pas sur la place publique. Au-delà de la complexité technique, voici les enjeux majeurs pour les méga-constellations qui correspondent à des points plus ou moins critiques selon les projets. Les méga-constellations sont des projets à plusieurs milliards de dollars, si ce n'est plus au final. Si le financement n'est pas forcément un problème sensible pour Amazon ou les projets chinois, c'est un sujet critique pour tous les autres projets. La disponibilité de lanceurs pour lancer autant de satellites est un point d'attention. Le projet le plus à l'aise sur ce point est SpaceX, qui utilise ses propres lanceurs. Les droits pour les fréquences passent par des autorisations réglementaires des pays et internationales. Le processus impose une coordination de tout nouveau système avec les systèmes antérieurs. La date de la déclaration a ainsi une importance majeure. Les constellations ont des couvertures mondiales. Pour autant, pour délivrer leurs services dans un pays, elles doivent obtenir l'autorisation du pays en question. Ces landing rights sont un sujet très politique, par exemple pour les constellations occidentales vis-à-vis de pays comme la Russie ou la Chine. Ces enjeux correspondent à la phase de montage et de déploiement des projets. Se pose ensuite encore la question de la rentabilité des systèmes déployés. Vu des utilisateurs, les 2 enjeux sont le prix des terminaux, comme nous l'avons déjà vu, ainsi que les services fournis, leur prix et leur qualité. Il faut garder en tête que tant que les services ne sont pas réellement commercialisés, ces informations sont peu accessibles ou pas forcément réalistes. Évidemment, ces 2 points font partie de la rentabilité des projets et sont également un enjeu pour les porteurs de projets. Sur le plan des États, on retrouve l'enjeu de l'attribution des fréquences, qui est réglementé depuis longtemps, et un enjeu plus récent sur la gestion des débris. La réglementation est ici en construction pour répondre aux défis croissants que pose le nombre de satellites en orbite et le risque de collision associé. Typiquement, les satellites en fin de vie doivent être désorbités sans qu'il existe une réglementation pour cela aujourd'hui. Et un sujet tout récent sur la pollution lumineuse, mis à la une par les astronomes, dont les observations sont particulièrement perturbées par les panneaux solaires des satellites Starlink, comme cela fait la une des actualités. En conclusion, les évolutions technologiques constantes permettent aux acteurs satellitaires de fournir des produits et services de plus en plus performants pour des prix en baisse à performance égale, y compris pour l'Internet des objets qui devrait bénéficier dans les 2-3 ans qui viennent de solutions bien plus adaptées. On assiste à l'émergence d'une multitude de projets de constellations, sans qu'il soit possible d'en déterminer aujourd'hui la part de viabilité. Pour mémoire, une première vague de projets de constellation avait vu le jour dans les années 90, dont il n'est resté que 3 projets vivants,
et qui sont tous les trois passés par une faillite, leur permettant d'effacer une partie de leur dette. Le satellite sort de sa communauté historique pour intéresser de nouveaux acteurs et de nouveaux investisseurs privés. Pour ces acteurs, il peut jouer le rôle d'une simple commodité dans un écosystème plus large qui trouve sa rentabilité économique sur un modèle global. Le cas d'Amazon en est une illustration. Dans tous les cas, les communications par satellite, aux côtés des solutions terrestres, répondent et répondront présentes pour les besoins en communication de nos sociétés numériques. Le centre César est tout d'abord un centre d'expertise et de conseil en télécommunications par satellite, qui est ouvert à tous les professionnels, industriels de toute taille, de la start-up au grand groupe de plusieurs dizaines de milliers de salariés, laboratoires de recherche, laboratoires d'école, acteurs publics tels ministères, sécurité civile, service départemental d'incendie et de secours, opérateurs d'importance vitale comme SNCF, EDF, etc. Nos clients sont en très grande majorité français, mais nous sommes aussi ouverts aux demandes émanant de professionnels européens. Enfin, nous traitons tous les secteurs d'activité. Cela peut aller d'un gîte rural situé en zone blanche à un transporteur qui cherche une solution de localisation de conteneurs, en passant par une société développant une solution de télémédecine. Notre support est particulièrement apprécié car le CNES, établissement public, mène ce rôle de conseil de manière agnostique, de manière neutre par rapport aux opérateurs et aux fournisseurs de matériel. Enfin, ce support est gratuit à hauteur de 10 jours par an et par client. Je vous détaille ici quelques exemples de comment nous apportons notre conseil à nos clients. Tout d'abord, après une première réunion de prise de contact, nous menons une analyse du besoin afin de bien comprendre le rôle que peuvent jouer les solutions de télécom par satellite dans la problématique, dans la demande exprimée par le client. Nous cherchons alors et analysons la faisabilité technico-économique de solutions satellites et ou terrestres. Il ne s'agit pas simplement de prouver qu'une solution technique est possible, mais aussi de contrôler que le coût des équipements et des abonnements n'est pas en complet décalage avec le business model envisagé par le client pour le produit qui va s'appuyer sur la solution de télécom par satellite. Si les solutions agréent le client, nous continuons par une proposition d'architecture intégrant la brique télécom par satellite. Puis, tout naturellement, nous proposons la mise en place d'un démonstrateur en vraie grandeur, exploitant des moyens réels, équipements, abonnements, etc. Cette démonstration peut avoir lieu dans les locaux du CNES de Toulouse, dans les locaux du client ou en mobilité grâce aux moyens mobiles dont nous disposons. Nous prêtons aussi ponctuellement des équipements à nos clients pour qu'ils puissent réaliser des tests dans leurs installations. De manière plus confidentielle, nous intervenons en tant que support à la maîtrise d'ouvrage pour aider un industriel à sélectionner les meilleures solutions télécom par satellite lors d'appels d'offres. Enfin, il nous arrive aussi de communiquer à nos clients tout ou partie de veille technologique que nous menons sur les sujets particuliers de télécom par satellite. En synthèse, notez que les télécommunications par satellite permettent une connectivité de type Internet sur toute zone terrestre ou maritime, en sol ou en altitude, en toutes circonstances, grâce à la très grande diversité d'équipements et d'abonnements. César est le guichet qui traite gratuitement les demandes de support sur la thématique télécommunications par satellite. N'hésitez donc pas à nous contacter ou à faire suivre nos coordonnées à vos contacts. Si vous avez le temps, je vous invite à regarder le film de moins de 2 minutes qui a été réalisé à l'occasion du support fourni à la société Tikaway. Merci pour votre attention. Tikaway est une solution de vidéoconférence par lunettes caméra. Donc on travaille principalement dans le secteur industriel pour pouvoir aider et assister des techniciens et des opérationnels sur le terrain. Le schéma classique, c'est de se connecter par des réseaux cellulaires type 3G, 4G. Mais lorsque justement on est dans un désert ou en plein milieu d'un océan, on va pouvoir en fait très facilement, en un clic sur la lunette et grâce à son smartphone, pouvoir envoyer un flux vidéo à une personne qui, elle, peut être n'importe où dans le monde. En fait, c'est très simple. Une fois que l'antenne satellitaire est déployée, on va pouvoir en fait se connecter par l'intermédiaire de l'application Tikaway. C'est vraiment comme quand on se connecte à sa box internet. Donc c'est la même simplicité. L'application en fait se connecte par Bluetooth aux lunettes. Et puis après, en fait, l'application va se connecter en Wi-Fi au modem satellitaire qui est à côté. On peut démarrer le test quand vous voulez. Est-ce que vous voyez correctement la mire? Oui, maintenant je vois correctement la mire. Je vais prendre une photo en haute définition. De mon côté, le test est terminé. Merci. Aujourd'hui, les télécommunications sont omniprésentes dans notre quotidien.
On parle d'objets connectés, on parle de télémédecine, on parle de téléenseignement, on parle également de l'entreprise 4.0. Donc quel que soit leur secteur d'activité, les entreprises ont des besoins de communication. Dans certains contextes, en particulier en zone blanche ou dans des endroits difficilement accessibles, aucun réseau terrestre n'est disponible, le seul moyen de communication possible est le satellite. Avec César, le CNES apporte son soutien aux entreprises qui veulent tester et appréhender ces technologies de communication par satellite dans le but de les intégrer à leurs produits ou à leurs applications. Nous recevons les sociétés qui nous sollicitent pour les aider à valider le fonctionnement du service qu'elles proposent sur un lien satellitaire. Cerise sur le gâteau, ce support est gratuit. César, pour nous, c'est vraiment un centre d'expertise technique très simple et facile d'accès, totalement gratuit, qui a pu ouvrir en fait un champ d'application pour notre solution. Il y a eu une vraie expertise et aujourd'hui, on est très content de pouvoir travailler avec le CNES.